propose qu'on débute et les retardataires seront là à temps pour voir la présentation. Je vais commencer par un mot de bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose de prendre place, de vous installer confortablement et nous allons commencer. Donc, que vous soyez à l'autre bout du monde ou au bout du couloir ici, je vous souhaite vraiment la bienvenue pour cette série de webinaires sur le wellness, bien-être, organisée par l'Association des alumni HEC. Je tiens à remercier nos partenaires principaux et surtout nos membres cotisants pour leur soutien. C'est vous qui rendez le travail de notre association possible et ce genre de rencontres ont lieu grâce à vous. Et sachez qu'il est encore temps de payer votre cotisation pour 2022. Donc, faisons suite à la conférence sur les 7 secrets pour s'engager sans s'épuiser et retrouver le plaisir à travailler de Monsieur Vincent Blanc en novembre dernier et aussi la conférence de Monsieur André de La Fontaine en janvier sur mobiliser et valoriser vos employés avec leur zone de génie qui traitait aussi du bien-être au travail. Nous débutons aujourd'hui cette série de 3 webinaires sur le bien-être au travail, de nouveau, qui se déclinera autour du burn-out. Cette semaine, on parlera de la tête avec le mindfulness jeudi de la semaine prochaine et finalement aussi du corps avec les active breaks dans 2 semaines. Donc, avant de vous présenter notre conférencière, je tiens aussi à remercier Aimé Chaland, qui est HEC 98, de nous avoir concocté et organisé cette série de webinaires. Aimé est Project Manager chez Wellness Corporate et qui est vraiment spécialisé dans la santé en entreprise avec pour mission de justement promouvoir un mode de vie sain, que ce soit physique ou mental, à la maison, au bureau, en voyage, tous les endroits où on est dans nos vies de tous les jours. Et puis vraiment développer et maintenir cette santé et notre forme physique pour, à terme aussi, décroître l'absentéisme. Donc voilà, passons au thème du jour. Je sais que vous êtes tous là pour ça. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons Madame Katia Sautier, qui est titulaire d'un master en psychologie orientée gestion de carrière et également un brevet fédéral de formatrice d'adultes. Donc voilà, nous sommes des adultes, on veut être formés. Merci beaucoup, Madame Sautier. Vous êtes également coach et spécialisée dans l'évaluation des compétences et la gestion de projets. Mais surtout, depuis plusieurs années, Madame Sautier s'est spécialisée dans les questions liées au burn-out et à la santé au travail. Et c'est pour cette dernière expertise en particulier que nous avons la chance de la recevoir aujourd'hui. Le burn-out, comment le détecter, le prévenir et l'accompagner. Mais qu'est-ce que le burn-out? On discutait juste avant. Pour moi, c'est un grand point d'interrogation, c'est un buzzword qu'on entend de plus en plus fréquemment, malheureusement. Mais quels sont vraiment les moyens de les détecter, de les prévenir? Qu'est-ce qui les différencie de la dépression? Comment les guérir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit pour nous ou dans son entreprise ou juste son équipe au travail pour accompagner les personnes concernées? Donc, sur ce, je me tais, Madame Sautier, je vous remercie et je vous passe la parole et on se réjouit de ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde. Merci de m'avoir accueilli et de me donner l'opportunité de partager ces connaissances sur le burn-out et plus globalement de la santé au travail. Je pense que je ne vais pas me présenter plus que ça, parce que vous l'avez très bien fait déjà. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Et je vais voir si ça marche. Donc, moi, j'ai pris le pari d'aborder au fait la question du burn-out selon 2 axes. D'une part, l'axe individuel, mais je pense qu'on a beaucoup entendu parler déjà du burn-out et de la manière de prévenir le burn-out ou de le traiter à titre individuel, et peut-être un petit peu moins l'axe entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise pour détecter, prévenir et intervenir par rapport au burn-out. Donc, toute ma présentation s'axera au travers de ces 2 différents axes. Et puis, comme on vous l'a annoncé, il y aura une partie à la fin, un espace pour vos questions. N'hésitez pas aussi à m'interrompre. Je ne vous vois pas, mais
Les modératrices m'indiqueront si quelqu'un lève la main ou s'il y a une question en cours de route, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans mes explications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, qu'est-ce que le burn-out? Alors, la définition du burn-out, comme vous disiez, c'est un mot qu'on utilise souvent, dont on parle souvent, et pourtant, c'est qu'en 2019 que l'OMS a défini et reconnu le burn-out comme étant la définition que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire un épuisement professionnel en français, et donc un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes conceptualisés comme résultant d'un stress chronique au travail et qui n'a pas été correctement géré. Donc, le burn-out est caractérisé par 3 dimensions. Ces dimensions aussi, c'est repris au fait par une psychologue qui, dans les années 70, avait fait des recherches par rapport à cette thématique et a créé un outil qu'on utilise encore aujourd'hui comme outil de diagnostic, même si c'était plutôt un outil de recherche et pas de diagnostic, et qui a défini au fait le burn-out comme étant un processus en 3 étapes. La première étape étant un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement, et cet épuisement, il peut être mental ou émotionnel. Donc ça serait la première étape au fait de ce que la personne peut ressentir comme symptôme en cas de surmenage. La deuxième étape, ce serait un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail. Donc, ça peut être un sentiment d'irritabilité, un sentiment même de déshumanisation. On ne va plus pouvoir être empathique avec les gens et les considérer plus comme des numéros ou comme un peu des objets, puisque, étant épuisé émotionnellement, on n'arrive plus à avoir de l'empathie. Et finalement, le dernier stade du burn-out serait ce stade de perte d'efficacité professionnelle, où on se rend compte que plus on va investir de l'énergie, plus on va se vider, plus on va s'épuiser, et plus ça va nous demander au fait des efforts et de l'énergie pour pouvoir réussir à faire ce qu'on avait l'habitude de faire avant avec moins d'investissement d'énergie. Et du coup, vu qu'on voit qu'on n'est pas efficace, on va redoubler d'efforts et d'énergie et se vider d'autant plus. Donc, c'est vraiment ce cercle vicieux qui va mener à terme à cet épuisement professionnel. Donc, toujours pour l'EMS, le terme de burn-out ou d'épuisement professionnel désigne spécifiquement des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d'autres domaines de la vie. Ça, c'est une définition. Si vous demandez dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé ne sont pas forcément d'accord sur une définition univoque de ce qu'est le burn-out. C'est encore un sujet de recherche et qui est encore en évolution. La plupart parlent d'épuisement dans le domaine d'investissement principal. Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler aussi du burn-out parental, par exemple. Donc, c'est parce que la personne va se trouver en épuisement dans le domaine où elle va s'investir le plus ou qui lui provoque, qui est le contexte le plus source de stress. Une autre approche que je trouve intéressante, c'est parce que ce n'est pas une maladie en tant que telle répertoriée comme d'autres pathologies dans des manuels de diagnostic en psychiatrie comme le DSM par exemple. Donc on ne peut pas vraiment considérer que c'est une pathologie. J'ai une collègue qui le définissait plus comme étant à voir comme étant un accident, comme une cassure, en fait, comme une fracture, comme ça serait le cas, par exemple, pour la fracture d'un os. Je trouve que c'est assez parlant. C'est pour ça que je vous ai mis cette image avec, vous voyez, cette corde qui tient plus que par un fil. Et ça illustre bien aussi ce processus, au fait, qui mène au burn-out. C'est-à-dire que plus dans le temps, on va être stressé et soumis à un stress chronique, plus petit à petit, il y a des fils qui vont lâcher et on va continuer à s'investir et à tenir jusqu'à ce que finalement, ce dernier fil lâche. Donc, c'est comme quand vous avez un store, que vous allez monter et descendre le store, vous allez voir la lanière qui va s'user petit à petit, qui va peut-être tenir plus qu'un fil. Et le jour où ce fil casse, on ne peut plus ni ouvrir ni fermer le store. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe aussi dans l'organisme, où je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure qui vous illustre ce qui se passe en cas de stress chronique dans l'organisme au niveau physiologique. Et c'est cet épuisement
qui va faire qu'à un moment donné, la personne, quand on parle vraiment de burn-out ou de cette cassure, c'est que c'est le corps qui lâche. Donc, souvent, ça peut se manifester de différentes manières, mais la personne, elle se réveille un matin et elle n'arrive plus à bouger, à se lever du lit. Ou elle prend sa douche, elle s'effondre dans la baignoire et elle ne peut plus bouger. Donc ça, c'est vraiment à un moment donné, c'est le corps qui lâche. Ça peut se traduire aussi par une paralysie, par exemple, des membres inférieurs. Ça peut être un blackout, ça peut aller jusqu'à des crises d'épilepsie. Enfin voilà, mais à un moment donné, le mental, il est fort, il veut continuer, mais c'est le corps qui, à un moment donné, dit stop. Donc, pour illustrer ça, je vais vous montrer une petite vidéo. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement ? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. Puis, les glucocorticoïdes. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicités en permanence, ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc je reviendrai sur ces sources de stress au travail, mais ce qu'il faut retenir, donc c'est vraiment que c'est Ce nouveau dispositif révolutionnaire peut éliminer jusqu'à 10 fois. C'est que c'est vraiment le stress chronique avec un manque de récupération qui va mener à l'épuisement de l'organisme. Donc, c'est vraiment un épuisement qui est dû à ces hormones. Excusez-moi, je relance juste. Voilà. Qui est dû vraiment à ces deux hormones de stress qui sont l'adrénaline et le cortisol, qui en excès ont vraiment des répercussions concrètes à différents niveaux de l'organisme, que ce soit au niveau du cerveau, enfin, vous avez vu les articulations, la digestion, enfin, etc. Donc, on ne peut pas parler de burn-out sans parler de stress, puisque c'est évidemment directement lié. Au niveau de l'entreprise, on parlera plus de risques psychosociaux, peut-être que vous en avez entendu parler dans vos cadres professionnels. Donc, les risques psychosociaux, c'est quoi? C'est des risques induits par l'environnement professionnel, donc que ce soit par les tâches qu'on doit effectuer, les relations sociales qu'on a, l'environnement physique de notre travail ou l'organisation de notre travail, qui vont avoir un impact sur notre psychisme. Et par psychisme, on entend à la fois notre activité mentale, donc tout ce qui est cognition, mais aussi les processus émotionnels. Donc, en font partie de ces risques les sollicitations excessives ou insuffisantes. Donc, dans les sollicitations excessives, c'est justement le stress et du coup le burn-out.
Et dans les sollicitations insuffisantes, peut-être que vous avez entendu parler aussi du bore-out, qui est qui peut causer les mêmes symptômes, qui est aussi source de stress quand on est sous-sollicité dans son travail. Et il y a aussi dans ces risques psychosociaux les atteintes à l'intégrité personnelle, qui sont le mobbing et le harcèlement, mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ces thématiques-là. Donc, au niveau individuel, on a vu les symptômes qui apparaissent. Donc, on voit que le stress, il a des sources, des causes multifactorielles. Il y a d'une part des dispositions individuelles. On peut se causer du stress soi-même selon comment on va aborder les situations. On peut être perfectionniste, on peut se mettre des exigences très, très élevées ou trop élevées qui vont générer du stress. Il y a du stress qui peut être induit par notre environnement professionnel et je vais y revenir tout à l'heure. Il y a du stress qui peut aussi survenir de notre contexte privé selon des événements qu'on vit. Ça peut être un décès, une maladie, une naissance, un divorce, enfin, que sais-je encore. Et ça va tout être des facteurs de stress qui, de manière cumulée, peuvent à un moment donné être trop importants s'ils sont chroniques. Donc, les conséquences qu'on va retrouver sur l'organisme, les symptômes qu'on va pouvoir observer, et ça, c'est une première manière de détecter justement le burn-out, c'est des symptômes physiologiques. Donc, il y a toujours de la fatigue, puisque quand on est sous stress, on dort moins bien. Surtout, on a des réveils en général nocturnes à partir du premier cycle de sommeil, donc vers 2-3-4 heures du matin, selon à quelle heure on se couche. Et avec la difficulté à se rendormir, il y a des facteurs psychologiques qui peuvent être justement l'irritabilité, mais aussi l'angoisse, la boule au ventre quand on doit aller travailler le lundi matin, par exemple, ce sentiment de vide intérieur. On peut observer aussi des changements comportementaux. Ça peut être un excès de consommation. Si on fume, on fumera plus. Ça peut être la prise de stimulants pour tenir le coup, ou au contraire de somnifères pour dormir. Ça peut être avoir recours à des drogues, à de l'alcool. Donc, tous ces comportements de dépendance, mais aussi on peut observer souvent un isolement de la personne qui va se couper au fait de tout son entourage. Et finalement, il y a un symptôme aussi qui est vraiment très spécifique du stress et du burn-out, c'est les symptômes cognitifs. Et souvent, c'est à ce moment-là que les personnes commencent à s'inquiéter, c'est-à-dire que c'est quand apparaissent des problèmes de mémoire, de concentration, ou des choses qu'on faisait très simplement avant, ou des processus de travail, on n'arrive plus à les faire. On ne sait plus comment, on ne sait plus par où commencer, on n'arrive plus à se rappeler, on nous donne une consigne de travail, on l'oublie. Enfin, voilà, donc ça, c'est les aspects cognitifs aussi très spécifiques au burn-out. Au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut le détecter? Donc, là aussi, pour ceux qui travaillent dans les RH, il y a des indicateurs RH. En général, c'est des absences. Ça peut être des absences maladie de courte durée ou plus spécifiquement le lundi matin. Ça peut aussi être une augmentation du nombre d'accidents. On peut voir aussi peut-être dans un service un certain turnover où les gens ne restent pas. Bien sûr, il y a le cumul d'heures supplémentaires qui doit être un indicateur, qui est un indicateur qu'à un moment donné, on en fait trop. Donc, si c'est ponctuel, à nouveau, si c'est ponctuel et qu'ensuite on a la possibilité de les reprendre et de récupérer, ça permet de réguler. C'est vraiment le stress chronique sans possibilité de se ressourcer qui va mener à une sursollicitation. Il y a évidemment aussi le solde élevé de vacances non prises. Et puis, il y a d'autres moyens aussi pour le détecter, comme des questionnaires qu'on peut faire passer aux collaborateurs. Il y en a un notamment qui est proposé par Promotion Santé Suisse, qui est le Job Stress Index. Il y a des gens qui sont formés à ça, qui peuvent faire ce genre d'analyse aussi dans votre entreprise pour voir est-ce qu'il y a des départements plus à risque que d'autres ou des sortes de métiers plus à risque que d'autres. Il y a aussi des indicateurs au niveau de la production, quand on constate une augmentation des erreurs, par exemple, ou plus de rebut de déchets dans la production, ça peut être un indicateur aussi, ou alors une augmentation des réclamations, que ce soit des collaborateurs eux-mêmes, mais aussi des clients ou des fournisseurs. Donc ça, c'est tous des éléments, je pense, importants à prendre en considération. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a
du stress ou du burn-out, mais en tout cas, ça peut être un indicateur. Alors, comment le prévenir? Le stress au niveau individuel, ça a l'air tout simple, hein, mais on y revient à chaque fois, c'est cette hygiène de vie, de trouver un équilibre entre finalement ce qui nous ressource et ce qui nous use. Et souvent, on a tendance à oublier au fait que ce qui nous ressource est tout aussi important. Et c'est souvent la première chose qu'on va arrêter quand on est sursollicité, justement, qu'on est sous stress parce qu'on est tellement fatigué qu'on n'a plus l'énergie pour, si par exemple on faisait du sport, aller s'octroyer au fait ce moment de ressourcement. Et donc, on va se couper de nos ressources habituelles et ce qui va augmenter encore plus cette fatigabilité, cette usure. Donc, pour se souvenir un peu des 5 éléments les plus importants dans cette hygiène de vie, il y a ces 5 lettres mémotechniques qui sont MAR, MA2RE. Donc, il y a le mouvement. Donc, ça, c'est très important de pouvoir, surtout si vous êtes dans des professions sédentaires, assis derrière un ordinateur, de pouvoir avoir au moins 20 minutes de mouvement dans la journée. Si vous êtes sportif, on conseille quand même 1 heure. Et le mouvement, ce n'est pas forcément faire un marathon tous les jours, hein, mais c'est ne serait-ce que d'aller marcher 20 minutes au bord du lac, par exemple, pour s'aérer, pour se mettre en mouvement. Ça permet aussi, le mouvement, d'évacuer un excès justement de ces hormones du stress qui est le cortisol par exemple et l'adrénaline, puisque ça va permettre de pouvoir évacuer cette surdose. Il y a bien sûr le côté alimentation. Quand on est surchargé, on a aussi tendance à manger moins bien, à consommer plus de sucre pour tenir le coup, à ne pas faire de pause et du coup à manger par exemple un sandwich derrière son écran. Donc là aussi, c'est de s'octroyer vraiment, il n'y a pas que la qualité des aliments, mais aussi la manière dont on va les consommer qui est importante. Donc vraiment de s'octroyer des pauses et pour bien manger. Il y a bien sûr le repos. On ne peut pas s'imaginer pouvoir à terme tenir sans dormir. Et j'ai des gens qui viennent me consulter, ça fait des mois qu'ils ne dorment plus. Je ne sais même pas comment. Enfin, forcément, on ne peut pas tenir puisque le sommeil est un des moyens qu'on a pour se régénérer. Donc, c'est essayer de retrouver ces heures de sommeil, mais aussi, pourquoi pas, de faire une sieste si on a la possibilité. Et là aussi, si on peut aménager des espaces dans l'entreprise pour avoir des heures un peu de repos, ça peut aider. Il y a bien sûr tout ce qui est en lien avec la respiration qui est très important. Vous allez avoir j'ai vu d'autres conférences en lien avec la mindfulness, par exemple, c'est une des techniques, mais il y a aussi le yoga, il y a des techniques de relaxation, il y a des techniques qui sont très efficaces aussi, qui s'appellent la cohérence cardiaque, que vous pouvez trouver des exercices qui durent 5 minutes sur Internet et qui permettent de réguler justement votre rythme cardiaque. C'est la seule manière de le faire. On ne peut pas agir sur notre fréquence cardiaque comme ça, en disant à mon cœur, arrête de battre aussi vite. Par contre, la respiration est vraiment un moyen pour apaiser à la fois la fréquence cardiaque, mais aussi tout le mental et les pensées qui tournent dans la tête. Ensuite, souvent on oublie, c'est justement ces énergisants, c'est-à-dire quelles sont les activités qui me ressourcent, qui me donnent de l'énergie. Pour certains, ça sera le sport, des activités créatives, ça peut être le jardinage, la lecture, que sais-je encore, de voir des gens, mais de vraiment pas se couper de ces choses-là qui nous ressourcent. Donc, je vous montre, c'est un modèle qui peut être assez parlant, où on voit qu'on a tous une certaine charge mentale normale, on va dire, tous les jours. Donc, ces réservoirs qui se remplissent de stress qui sont liés, justement, comme je vous ai dit, de notre contexte professionnel, de facteurs individuels, social, personnel, etc. On voit ces réservoirs qui se remplissent et une manière de vider ce trop-plein, c'est justement ces robinets qui sont les ressources qu'on va mobiliser pour se nourrir, qui nous font du bien, pour évacuer ce trop-plein. Donc, pensez à ces robinets et à ne pas les fermer quand vous vous sentez déjà dans ce processus de fatigue et de surcharge. Alors, au niveau de l'entreprise, comment le prévenir? Peut-être juste vous donner quelques chiffres clés qui sont tirés d'une étude du SECO. On sait que 25% de la population active est épuisée émotionnellement.
Donc, il y a un tiers des employés qui se disent souvent stressés au travail. Et si on prend ceux qui disent parfois stressés, on arrive même à 60%. C'est un coût annuel de 4,2 milliards de francs, dont 2,4 milliards qui sont dus à l'absentéisme et à la perte de production. Puisque même quelqu'un qui serait épuisé, qui reste au travail, qui n'est pas en arrêt, qui va faire du présentéisme ne sera pas aussi efficace que quelqu'un en bonne santé et qui a l'énergie pour faire le travail qu'il doit faire. Donc, on voit que c'est un gros coût pour l'entreprise. Et puis finalement, la prévention, on a l'impression que ça coûte cher, mais si on met ça en perspective, finalement, on peut mettre en place des choses assez simples dans les entreprises pour prévenir le burn-out et qui vont peut-être pouvoir se récupérer par une diminution, par exemple, de l'absentéisme ou de la perte de production. Donc, je vais vous montrer, il y a à la fois des bases légales qui existent. Donc, il y a une obligation de l'employeur de prendre soin de la santé de ses collaborateurs. Et puis, l'identification des facteurs de risque versus de protection que vous pouvez vous-même aussi mettre en place au sein de vos entreprises. Donc, les bases légales par rapport à l'employeur, donc c'est l'article 328 du Code des obligations qui dit que l'employeur doit protéger et respecter la personnalité de ses employés. Cela signifie que l'employeur doit s'abstenir de nuire à la santé ou à la personnalité des travailleurs et il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé physique, mais aussi psychique de ses collaborateurs. Donc là, on voit qu'il y a l'aspect psychique qui est tout aussi important que l'aspect physique. Souvent, encore aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la prévention des risques physiques dans les mesures de santé et sécurité au travail, mais on ne prend pas assez en compte l'aspect psychique. Donc, l'employeur veillera à organiser la marche du travail de façon à éviter autant que possible les états de surmenage. Donc là, il y a vraiment cet article 6 de l'alinéa 2 de la loi sur le travail qui précise qu'on a cette obligation d'éviter les états de surmenage. On dit aussi qu'il n'est pas attendu de l'employeur l'impossible, mais seulement les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez large, mais on sait maintenant qu'est-ce qui marche ou pas. Il y a des études qui ont été faites et je vous conseille, je vous les mets en référence à la fin des slides. Les slides d'ailleurs qui sont à votre disposition à la fin de la conférence aussi, en cas, si vous voulez aller plus loin, creuser certains sujets. Mais cette brochure du SECO, si vous ne la connaissez pas, il y a vraiment c'est vraiment un guide de ce que vous pouvez mettre en place pour prévenir les risques psychosociaux dans votre entreprise. Alors, ce que vous pouvez déjà dans un premier temps faire pour la prévention, c'est d'identifier les risques qui sont induits par le contexte professionnel. Et là-dedans, on trouve différents éléments. Il y a, comme je vous disais, tout ce qui concerne le travail prescrit, c'est-à-dire les tâches qui exigent des exigences mentales, par exemple, si elles sont trop spécifiques et qu'il n'y a pas de vision d'ensemble, si elles sont répétitives, selon le niveau d'information qu'on a ou pas, l'attention qu'elles demandent. Il y a des tâches qui impliquent des contraintes physiques, que ce soit au niveau de la posture, au niveau de la sollicitation des sens, que ce soit la vue, l'ouïe, etc. Il y a des tâches qui sollicitent beaucoup l'émotionnel. Par exemple, on parle souvent du stress du sourire pour des personnes qui sont dans le service et qui doivent faire face et garder le sourire face à peut-être des agressions, des mécontentements de clients. Il y a les personnes qui sont soumises dans le domaine de la santé et du social à des souffrances d'autrui qui peuvent causer aussi un certain stress ou qui sont soumis à de la violence physique ou verbale. Et puis, il y a le lien aussi de ces tâches avec les qualifications de l'employé. Donc, si on se sent sur- ou sous-qualifié par rapport aux tâches qu'on a assumées, ça peut aussi induire du stress. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'environnement de travail. Ça peut être l'éclairage, le bruit, la température, l'aménagement du poste de travail, les positions qu'on a au travail. Tout ça, ça peut être des facteurs de risque. Les relations sociales aussi. Quelles sont nos relations avec la hiérarchie? Est-ce que la hiérarchie soutient? Est-ce qu'elle est qualifiée pour assumer son poste
de responsabilité, quel type d'encadrement on a. Pareil pour les collègues, est-ce qu'on peut être victime de discrimination, de sexisme? Dans les relations sociales, il y a aussi les clients, la communication de manière générale et le climat de travail. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'on peut analyser dans son contexte professionnel. Ensuite, il y a tout ce qui est lié vraiment plus spécifiquement à l'organisation du travail. Donc là, il y a le temps de travail. Comme on disait tout à l'heure, dès qu'il y a des heures supplémentaires, c'est un facteur de risque. Comment sont distribuées les tâches? Est-ce que les rôles, les objectifs sont bien définis? Est-ce que les objectifs sont réalistes? Est-ce qu'on est dans des grands open space où on est sans arrêt interrompu? C'est d'ailleurs la source de stress numéro 1, d'après une enquête du SECO, c'est les interruptions fréquentes. Donc, est-ce qu'il y a des lieux qu'on peut mettre en place pour être moins interrompu, par exemple? Ça peut être le volume aussi du travail qu'on a à assumer, mais aussi surtout la latitude décisionnelle qu'on a. Si on est très contrôlé, qu'on a beaucoup de travail et qu'on ne peut pas l'organiser librement ou décider librement de comment on va le mener, ça peut aussi être source de stress. Le circuit des informations, les ressources matérielles à disposition aussi. On remarque que, notamment au niveau informatique, des fois, si ça ne suit pas, ça peut être aussi une source de stress par rapport à du temps qu'on va perdre dans des choses qu'on nous demande de faire, mais qui ne dépendent pas forcément de nous. Et finalement, il y a des sources de stress qui sont plus dues à la situation économique, que ce soit de l'entreprise, des changements organisationnels, peut-être qu'il y aurait une fusion qui est prévue, des licenciements qui sont prévus pour cause de restructuration, etc., eux aussi provoquer du stress chez les collaborateurs. Donc, tous ces éléments-là peuvent être source de stress. Donc, c'est ce qu'on appelle les contraintes au travail, ce que vous voyez là en orange, qui peuvent potentiellement mener au burn-out. Donc, ça, c'est les processus néfastes pour la santé. Mais il faut se dire aussi que tous ces éléments-là peuvent au contraire être des ressources au travail et amener à plus d'engagement. Donc, si tous ces éléments, que ce soit les tâches, sont adaptés, l'environnement de travail est favorable, les relations et le climat de travail est positif, l'organisation du travail aussi, etc., tout ça, ça sera des facteurs qu'on va appeler des facteurs de protection. Donc là aussi, si vous arrivez à identifier, l'important, c'est d'avoir un équilibre. Parfois, ce n'est pas possible, évidemment, d'avoir que des facteurs de protection, mais si on arrive à équilibrer les facteurs de risque par des facteurs de protection, on sait qu'on peut jouer à tous ces niveaux-là, autant dans un sens que dans l'autre. Donc, dans les possibilités d'action, au niveau individuel, comme on l'a vu, ça sera de retrouver une hygiène de vie. Si vraiment on se sent démuni, on peut aussi consulter un spécialiste. Ça peut être quelqu'un qui est désigné pour cela à l'interne, mais aussi à l'externe de l'entreprise. Je pense au médecin du travail, par exemple, à l'interne, ou à un spécialiste de la santé et de la sécurité au travail, ou un psychologue, par exemple au service des ressources humaines, si ce genre de dispositif est mis en place à l'interne. Et sinon, évidemment, on peut aussi recourir à ce genre de personnes ressources à l'externe. C'est important aussi moi qui suis psychologue, par exemple, quand les gens viennent me consulter, je leur demande toujours de faire un check-up aussi au niveau médical, parce que les signes de fatigue et d'épuisement peuvent être dus à d'autres causes qui pourraient être des causes physiologiques. Donc, pour éliminer toute autre cause que celle de l'épuisement dû au stress, on peut faire un check-up aussi complet médical. Et ça peut aller jusqu'à l'arrêt de travail pour que la personne puisse vraiment récupérer. Si on reprend l'image de cette corde qui casse ou de la fracture dont je vous parlais au départ, c'est vraiment souvent la plupart des gens qui sont en arrêt de travail se sentent coupables parce qu'ils disent non, mais ça se voit pas, au fait, je suis en arrêt, mais on voit pas que je suis pas bien. Puis c'est vrai que quand on a une fracture, on aura un plâtre, on sera immobilisé, on verra, il y aura des signes objectifs qui montrent qu'on n'est pas habilité à travailler, alors que c'est vrai que dans le cadre d'un burn-out, il n'y a pas forcément ces signes-là extérieurs qui sont visibles. Mais le processus est le même, c'est-à-dire que
comme il s'agit d'un épuisement physiologique de l'organisme, il faut que l'organisme puisse récupérer, se remettre en place comme une fracture d'os où les tissus vont d'eux-mêmes petit à petit se reconstruire. Et ça va être pareil lors d'un stress chronique. En fait, ce surdosage d'hormones va petit à petit se résorber. Pour ça, il faut du temps et il faut pouvoir récupérer, retrouver un sommeil, etc. Donc, diminuer toutes les sources de stress possibles. Au niveau de l'entreprise, ce qui peut être mis en place, c'est vraiment d'avoir une réelle politique de gestion de ces risques psychosociaux que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là aussi, cette fameuse brochure du SECO peut vous donner des éléments, de l'intégrer vraiment au même titre que les autres mesures de santé et sécurité au travail, d'intégrer cette dimension plus de la santé psychique, de diminuer les facteurs de risque et augmenter les ressources des employés en les impliquant avec l'aide de spécialistes qui soient internes ou externes. Ça peut être les services RH, les managers, mais aussi des gens qui sont spécifiquement formés à ça, comme les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail ou des psychologues du travail, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir informer les gens déjà, qu'ils puissent mettre un mot sur voilà, c'est quoi le burn-out, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de burn-out, de peut-être mettre en place aussi des dispositifs, donner des adresses où les personnes peuvent se référer en cas de problème. Et surtout, je pense qu'il y a une responsabilité aussi au niveau des managers, de toute la hiérarchie d'ailleurs, vraiment au niveau de la posture, d'être aussi un modèle, parce que c'est clair que si en tant que manager, on envoie des mails à ses collaborateurs au milieu de la nuit et qu'on reste de tôt le matin jusqu'à très tard le soir, c'est ça aussi qu'on va donner comme modèle aux gens, et ça devient une norme au fait que les gens vont intégrer et qui vont faire qu'ils vont essayer de se conformer aussi à cette posture et à ce modèle-là. Ensuite, voilà, je l'ai déjà dit, communiquer. La communication, souvent, on la sous-estime. Il y a souvent encore une stigmatisation par rapport à ce burn-out. On se dit que c'est vraiment quelque chose que la personne doit résoudre individuellement. J'ai eu une fois un appel pour vous donner cet exemple d'une personne responsable des ressources humaines qui me dit qu'un de ses employés a donné son congé et que c'est un très bon élément de l'entreprise, mais qu'il donne son congé suite à un burn-out. Et il voudrait le garder. Et du coup, ils m'ont demandé si je pouvais accompagner cette personne. Et je leur ai demandé s'ils avaient pu identifier les causes de ce burn-out. Et effectivement, c'était une surcharge de travail. Et donc, on peut se poser la question, comment on peut individuellement accompagner quelqu'un si la cause finalement de son épuisement est due à un problème d'organisation du travail? On a beau mettre en place tout ce qu'on veut au niveau individuel, si à un moment donné, il n'y a pas des choses qui changent au niveau organisationnel, ça ne va pas, à part la personne lui apprendre à mettre des limites et à ne pas aller au-delà, mais ça ne va pas forcément résoudre finalement le problème de fond. Donc pour ça, je pense aussi c'est important de pouvoir communiquer, être à l'écoute, prendre au sérieux les signes. Combien de fois j'ai aussi des personnes qui me consultent, qui disent « mais j'ai tiré la sonnette d'alarme, je ne suis pas entendue ». Donc je pense que c'est aussi de prendre au sérieux avant l'arrêt de travail, au fait, quand quelqu'un appelle à l'aide. Et puis aussi proposer des offres de soutien, que ce soit du coaching, un service d'assistance aussi à l'interne ou à l'externe. Et puis finalement, ce qui est souvent sous-estimé aussi, c'est l'importance de l'accompagnement du retour au travail. Déjà même pendant l'arrêt, au fait, j'ai beaucoup de personnes aussi qui se plaignent de pas avoir, que l'employeur ne prend pas de nouvelles pendant cette période-là. Et je sais, pour avoir travaillé aussi dans les RH, c'est souvent pas évident de savoir comment on se positionne. On se dit, la personne est en arrêt, on va la laisser tranquille. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus complètement déshumaniser au fait, à nouveau les relations de travail, et le fait d'avoir un petit mot juste voilà, j'espère que tu te remets bien, si tu as besoin de quelque chose, on va te laisser tranquille, enfin vraiment de communiquer notre intention. On ne va pas prendre contact avec toi, mais n'hésite pas de ton côté si tu as besoin de quelque chose, etc., de se rendre disponible et de montrer son intérêt
et son empathie par rapport aux collaborateurs, c'est très important. Et d'organiser le retour également, puisque souvent la personne ne va pas revenir tout de suite à 100%, mais va venir à temps partiel et augmenter progressivement son taux d'activité. Je pense que c'est important aussi de pouvoir l'accompagner dans ce retour-là et de voir aussi s'il y a des aménagements qui sont possibles et à revoir éventuellement au niveau de l'organisation du travail. Voilà, donc ça, je vous laisserai prendre connaissance des éléments bibliographiques et ressources qui seront à votre disposition. Et puis, je vais laisser place aux questions. Merci beaucoup, Madame Sautier. Je crois qu'on a tous, on a, je ne sais pas comment dire, soit on s'est identifié à une partie, soit la partie personnelle, soit la partie employeur aussi, parce qu'on peut être confronté à ces problèmes de burn-out, soit nous-mêmes, soit au sein de nos équipes, soit dans notre entourage. Du reste, j'ai vu une partie de mon équipe commencer à rigoler quand vous avez parlé de posture modèle, donc je travaillerai là-dessus. Cela étant dit, je laisse la parole s'il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez prendre sans autre, vous enlever de mute si vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, mais volontiers profitez parce que… Si j'ose, je vais commencer, Katia, par une question. Le burn-out, ce n'est pas quelque chose qui m'est inconnu depuis déjà quelques années, qu'on en parle autour de nous ou l'ayant vécu moi-même. Maintenant, la question que je continue de me poser, c'est, sachant que oui, les technologies, elles ont évolué, donc tout va beaucoup plus vite, mais quelle est la différence ou qu'est-ce qui existait à l'époque du avant burn-out? Parce qu'en fait, on entend ce terme depuis je dirais une dizaine ou quinzaine d'années. On en parle de plus en plus dans tous les domaines, professionnels, privés, parental, comme vous le disiez. Mais avant, c'était quoi, en fait? Ou pourquoi n'existait-il pas? Et comment réussir socialement, je veux dire en termes de société et d'individus, à pousser les entreprises et les employeurs à y porter plus d'importance, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit au départ, c'est plutôt en augmentation qu'en diminution. Pourtant, on en parle de plus en plus et on le connaît de plus en plus. Voilà. Alors, c'est vrai que je pense que le terme a changé, c'est pas que ça n'existait pas. Il y a une époque aussi, notamment à l'ère de l'industrialisation, où il y a eu ce passage aussi au travail à la chaîne et où on pouvait aussi constater, on parlait pas à l'époque de burn-out, mais de fatigue. On mettait surtout en terme ce mot de fatigue. Aujourd'hui, on parle d'épuisement. C'est un peu, voilà, peut-être des termes un peu différents pour dire la même chose. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et qu'est-ce qui a changé, au fait? Je pense que vous avez mis le doigt dessus. Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? C'est d'une part le fait qu'on soit hyper connecté, c'est la mondialisation, la globalisation, c'est tous ces moyens technologiques qu'il n'y avait pas avant. Et je pense que si vous parlez même, si vous avez la chance encore d'avoir des grands-parents ou des personnes qui ont vécu autre chose, disaient, mais on a toujours eu beaucoup de travail, pourquoi maintenant ce serait différent? En fait, je pense que ce n'est pas forcément la quantité qui a changé, mais c'est plus l'intensité et le fait qu'on soit sollicité en permanence. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies aussi font qu'on ne peut plus couper. Avant, vous faisiez peut-être, effectivement, vous pouviez aussi travailler 12-15 heures par jour, mais quand vous rentriez chez vous, c'était fini. Alors que là, il n'y a plus vraiment de début, il n'y a plus vraiment de fin, puisque vous pouvez recevoir un message, un mail, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Vous êtes connecté selon les entreprises internationales. Vous devez être en conférence call avec la Chine à un moment donné de la journée, avec les États-Unis à un autre moment. Enfin, tout est… l'organisation du travail a évolué, a changé, et surtout au niveau de la stimulation et c'est d'ailleurs pas que au travail, mais cette stimulation aussi, notamment des nouvelles technologies qui ont apporté plein de choses positives, mais qui, si elles sont mal gérées, effectivement, ont des conséquences assez néfastes sur la santé, même de dépendance ou d'excès, de surcharge mentale. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir apprendre à gérer aussi et à
à vivre avec ces nouvelles technologies de la manière la plus saine possible. Et là aussi, les entreprises, il y a des entreprises qui mettent concrètement en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y en a qui programment aussi, informatiquement que les mails ne soient plus accessibles entre une certaine heure du soir et une certaine heure du matin, pour empêcher au fait les personnes d'avoir un excès de zèle au milieu de la nuit, et pour garantir ce genre de fonctionnement. Comme il y a des personnes aussi qui mettent en place des messageries, par exemple en cas d'absence, parce que c'est ça aussi, il y a des personnes qui se disent je ne peux pas partir en vacances parce que je vais avoir 1000 mails à mon retour, ça ne va pas être possible. Et qui du coup mettent en place des messageries qui disent vos mails ne seront pas lus, pas traités et effacés. La personne revient à tel moment, si vous avez quelque chose, il faudra revenir à ce moment-là. Ce qui évite aussi que quand la personne revient, elle soit submergée par tous ces mails qui lui tombent dessus. Et on a de plus en plus aussi tendance, comme tout le monde est un peu dans le même bateau, où souvent c'est ça aussi que mes clients me décrivent, c'est vraiment d'avoir tous ces tiroirs ouverts. En fait, on fait tellement de choses en même temps et en parallèle. Ce multitasking est très épuisant. Ça a été prouvé aussi avec des expériences en neuropsy, est très sollicitant pour le mental. Et le fait de ne pas pouvoir refermer ces tiroirs fait qu'on est tout le temps en alerte. Et on essaye au maximum de se débarrasser au fait de pouvoir fermer des tiroirs. Donc, on envoie aussi plein de mails pour se décharger soi de certaines choses qu'on a à faire. Et du coup, ça revient vers l'autre personne chez qui ça s'accumule. Et voilà, et ça tourne comme ça. Et ce qui fait aussi qu'on est interdépendant aussi par rapport à ces nouvelles technologies où on met en copie 15 personnes et puis on est aussi envahi des fois par des mails qui nous concernent finalement pas tant que ça. Ou des choses hyper urgentes parce que juste la personne a besoin de pouvoir fermer ses propres tiroirs, mais qui du coup crée de l'urgence chez quelqu'un d'autre. Donc là aussi, il y a, je pense, des solutions innovantes à trouver dans la manière de gérer et de faire avec ces nouvelles technologies et de mettre en place aussi peut-être une éthique ou une charte d'utilisation de ces moyens-là. Merci beaucoup. Alors, pardon, je profite de rebondir. J'ai reçu des questions aussi chez moi, mais là, vous avez rapidement parlé de quand la personne revient. Il y a une question qui est, y a-t-il un taux de réussite retour au travail après burn-out? Alors, de mon expérience par rapport aux personnes que j'accompagne, il y a les 2/3 des personnes qui retournent sur leur lieu de travail. Et après, je pense que ça dépend ce qu'on entend par réussite. Le taux de réussite de savoir si la personne va rester ou pas. Ça dépendra de ce qui va effectivement changer ou pas dans l'organisation. Donc, pour moi, quand c'est possible pour la personne, même si quand la personne s'arrête, pour toutes les personnes, en général, au début, elles disent « je ne retournerai plus », c'est exclu. Mais le retour au travail fait partie du processus de guérison, puisque c'est aussi une manière de pouvoir retourner au travail différemment, avec tout ce qu'on aura vu ensemble dans l'accompagnement, et de pouvoir tester justement, de dire non, de mettre des limites, d'appréhender le travail aussi différemment. Et là, soit ça dépendra justement de l'accompagnement de ce retour au travail, et il y a des solutions qui vont pouvoir être mises en place, renégociées, rediscutées, qui vont faire que la personne va... Katia, on ne vous entend plus. Il y a votre micro qui s'est mis sur mute. Voilà, c'est bon? Oui. J'ai rien touché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je ne sais pas à partir de quand vous ne m'avez plus entendu. Quand la personne retourne au travail. Voilà, donc quand la personne retourne au travail, ça arrive quand même souvent que s'il n'y a rien qui change, pour ne pas retomber dans un épuisement, elle donne sa démission. Après, ça peut être quelques mois, une année, un certain temps après la reprise. Merci. Moi j'ai encore deux questions. Donc, Candy, je continue, si je peux. J'ai une question sur avant et une pour la reprise, mais je vais peut-être
commencer avec Sal, vu qu'on est là. On reprend le travail après un burn-out. On décide de quitter l'entreprise où on était parce qu'on pense, comme vous avez dit aussi, qu'il y a trop de risques de se retrouver dans cet engrenage. Comment c'est perçu lorsqu'on cherche un emploi de dire voilà, je n'ai pas travaillé pendant tant de mois parce que j'étais en burn-out? Est-ce que ça nous ferme des portes? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas le dire? Donc là, vous parlez du cas où la personne donnerait son congé sans revenir sur son lieu de travail. Hein, c'est ça? Exactement. Oui, alors là, de nouveau, ça dépend du travail que vous aurez fait vous-même par rapport au burn-out. C'est-à-dire que plus vous vous sentez à l'aise avec le fait de l'avoir fait, parce que si on en ressort en général plus fort, on peut en ressortir plus fort aussi. Et c'est quand même une thématique assez courante, donc je pense qu'on peut tout à fait rassurer l'employeur dans ce sens-là en disant bah oui, j'ai traversé un burn-out et puis voilà ce que j'en ai retiré. Et du coup, axé sur le positif. Après, ça fait partie des techniques de marketing de soi quand on fait des recherches d'emploi et qu'on se présente à des entretiens, comme n'importe quelle autre compétence. Il y a des personnes qui vont être transparentes sur le fait qu'elles l'ont, parce qu'elles sont à l'aise avec le fait qu'elles l'ont vécu et que ça leur pose pas de problème. Et il y a d'autres personnes aussi qui ne veulent pas forcément en parler. Après, il y a des personnes qui sont en arrêt, qui recherchent un travail pendant qu'ils sont encore sous contrat. Donc, vous pouvez être en arrêt de travail encore sous contrat, il n'y a pas forcément de trou dans votre CV. Et puis après, on sait aussi qu'on peut arrêter librement un emploi, même sans avoir fait un burn-out, pour en chercher un autre, et qu'on peut argumenter aussi différemment si on n'a pas forcément envie de parler de ce burn-out. En général, des personnes que j'ai suivies qui ont été dans ce cas de figure et qui en ont parlé à leur futur employeur, ça n'a pas été un frein à leur engagement. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais, hein, mais après, ce que je leur dis aussi, c'est que si une personne, disons que si c'est ça le facteur discriminant, peut-être que c'est mieux qu'elle n'aille pas travailler dans cette entreprise. C'est une bonne façon de voir la chose, je pense. J'ai encore une question. Après, je laisse Candice vous lire les autres. Là, j'ai reçu une question concrètement en tant qu'employé. Si on remarque des symptômes décrits dans votre présentation, quelles sont les étapes à entreprendre? Alors, soit on en prend conscience, puis on agit. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver cette hygiène de vie dont je vous parlais et on arrive à le faire seul. Soit, effectivement, on peut avoir des doutes aussi, mais finalement, c'est un peu une question aussi que vous posiez, à partir de quand je sais que je suis vraiment en burn-out, puisque c'est aussi un processus et qui va en se dégradant. Est-ce que, à quel moment j'agis, au fait? Est-ce que, moi, j'ai envie de dire, plus vous agissez vite, plus la récupération sera rapide. Plus la fracture est grosse, plus elle mettra du temps à se remettre. Donc, plus vite vous intervenez, que ce soit même en ayant consulté quelqu'un ou par vous-même, en ayant des outils, des ressources. On trouve plein de choses aussi sur Internet. On peut même faire des tests pour savoir si on est en burn-out ou pas. Voilà. Plus on a de ressources à disposition, soi-même ou dans l'entreprise ou parmi son entourage, oui, je pense que c'est important d'agir, en tout cas, de ne pas prendre ces symptômes à la légère et de ne pas penser qu'ils vont se résorber et disparaître tout seuls. Surtout si vous êtes vraiment dans une activité où vous êtes en stress chronique et que vous ne voyez pas le bout. C'est-à-dire que si vous savez, vous avez des périodes comme ça, où vous savez il y a une grosse charge de travail, je ne sais pas, en fin d'année, mais qu'en début d'année, c'est super calme et vous allez pouvoir récupérer, ça va. Parce que vous dites, je vais pouvoir me reposer à un moment donné. Mais si vous êtes pris dans quelque chose où vous ne voyez pas le bout, là, c'est important d'agir. Alors, je prends le flambeau. La question que j'ai reçue, c'est est-ce que l'organisation de la cellule familiale qui a changé ces dernières années, à savoir d'une part les femmes qui sont de plus en plus à mener de front et la famille, leur emploi, en fait, par rapport à l'époque. Et deuxièmement, par rapport au partage des tâches hommes-femmes aussi,
est-ce que ça ajoute un risque de burn-out ou au contraire, ça permet de couper? Alors, de nouveau, selon l'organisation familiale, ça peut être un facteur de risque ou un facteur de protection, selon justement, est-ce que ma cellule familiale est source de stress ou est-ce qu'elle est au contraire un lieu de ressources? Si effectivement je suis seule à devoir mener tout de front, si c'est moi qui ai toute la charge mentale pour l'organisation de l'entreprise familiale, en plus de mon travail, en plus de toutes les autres charges et contraintes que j'ai, eh ben, ça va être un facteur de risque, hein, effectivement. Si au contraire, je suis épaulée, secondée, autant dans mes tâches, dans les responsabilités, que je ne suis pas mère célibataire ou père célibataire, voilà, ça va être un facteur plutôt protecteur parce que je vais pouvoir dire à mon conjoint, voilà, là, je suis sous l'eau au travail, j'ai vraiment besoin que tu m'aides ou que tu prennes plus pour que je retrouve un équilibre. Si on a cette chance-là, évidemment, ça va être un facteur de protection. Si on est tout seul à devoir assumer ça, ça va être d'autant plus stressant. Ça peut être un stress aussi lié à c'est moi qui ramène l'argent pour payer le loyer, pour toute cette charge financière. C'est aussi une charge mentale où je me dis je ne peux pas me permettre de lâcher mon travail. Donc après, ça va dépendre aussi de la situation. C'est pour ça qu'on parlait de la situation économique qui peut aussi être un facteur de stress. Si on est dans un emploi où je sais que si là ça ne va pas, demain je trouve mieux ailleurs, ça sera moins stressant que si on se dit, mais au fait, dans mon domaine, il n'y a pas de travail, je suis un peu obligée de prendre ce qu'il y a et d'accepter les choses qui ne me conviennent pas ou plus. Donc tout ça, bien sûr, ça va influencer. Comme il ne faut pas sous-estimer aussi, j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu à flux tendu dans le travail et qui font un burn-out finalement quand elles entament une formation. Parce que souvent, c'est sous-estimer aussi le temps d'investissement de la formation. Il n'y a pas que les jours de cours, mais il y a tout ce qu'on vous demande comme travail. Si vous faites des CAS, des MAS, des DAS, toutes ces certifications vont demander des travaux de groupe, des travaux, des mémoires, des lectures. Et c'est tout ce temps, au fait, qu'avant, vous pouviez utiliser pour vous ressourcer. Maintenant, il sera pris par cette formation dans laquelle vous êtes engagé, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être la goutte qui va faire déborder le vase, mais ça ne va pas être la formation qui vous met en burn-out, ni votre situation familiale qui vous met en burn-out. C'est souvent un cumul de facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, ça sera trop et ça sera plus gérable. Merci, j'ai encore reçu une question. Y a-t-il des professions plus victimes de burn-out que d'autres? Alors, actuellement, aujourd'hui, plus. Au début, quand les recherches sur burn-out ont été faites, c'était surtout pour des personnes qui travaillaient dans le domaine de la santé et du social, donc qui étaient en relation avec d'autres, puisque souvent, c'est des personnes qui ont un profil aussi où elles font passer les besoins de l'autre avant leurs propres besoins, donc ça peut être un facteur de risque. Mais aujourd'hui, il y a vraiment tous les métiers qui sont touchés à tous les niveaux hiérarchiques. Également, ça peut être des salariés comme des indépendants, ça peut être des ouvriers comme des directeurs. Enfin, il y a vraiment tous les métiers qui peuvent être touchés potentiellement. Là où il y a le plus de burn-out selon les chiffres, et souvent d'ailleurs de manière assez dramatique, c'est les paysans. Donc dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est dû aussi non seulement à la charge de travail qu'ils ont, mais aussi à la pression en fait, qu'ils ont sur les prix et sur la rentabilité actuellement. Et le fait aussi qu'ils ne peuvent plus vraiment se couper. Au fait, ils ont pas des espaces vie privée, vie professionnelle. Tout se mélange, au fait, puisque le travail est sur leur lieu de vie. Et il y a peu aussi d'espace de récupération possible. Puisque quand voilà, on a des animaux, il faut s'en occuper tous les jours. Enfin, il n'y a pas de vacances vraiment. Donc là, c'est vraiment selon les chiffres le métier où aujourd'hui il y a le plus de burn-out. Voilà, après, on n'a pas non plus toujours toutes les données. Hein. C'est difficile des fois à recenser aussi. Les arrêts de travail, comme on n'a pas vraiment le diagnostic de burn-out, souvent les arrêts de travail, c'est dépression, troubles de l'adaptation, troubles anxieux, dépressifs. On va mettre d'autres termes et pas forcément le terme de burn-out. Donc après, pour recenser,
voilà, ça peut aussi poser des difficultés. Voilà, donc, mais je pense que personne n'est à l'abri. Merci. Merci, je pense que ça conclut. Très bien, personne n'est à l'abri, mais on le souhaite à personne, voilà. Et soyons conscients de notre propre situation et de nos équipes et essayons d'agir le plus tôt possible. C'est, je pense, pour résumer très, très grossièrement ce qui ressort de votre présentation et de ce partage. Merci beaucoup, Madame Sautier. Merci aussi d'avoir partagé les slides qu'on fera parvenir aux participants.